Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Jean Descartes. Bonjour. Alors, nos auditeurs vous connaissent bien, vous êtes historien des grandes dynasties européennes, vous êtes auteur notamment de Louis II de Bavière ou Le Roi foudroyé, Sissi ou La fatalité, la saga des Habsbourg, la saga des Windsor, la saga des Romanov, Le sceptre et le sang, Nicolas II et Alexandra de Russie. Vous avez écrit notamment un livre aussi sur Élisabeth II, la reine. Et puis, vous êtes avec nous ce matin pour nous présenter votre dernier livre, Charles, Camilla et Diana, Amour et tragédie chez les Windsor aux éditions Perrin. Et donc, vous nous apprenez, en tout cas moi, vous m'avez appris que Charles et Camilla se connaissent depuis très longtemps, se connaissent depuis 1971 et se sont rencontrés bien avant que Charles et Diana se rencontrent. Oui, bien entendu. Si vous voulez, ce livre raconte tout ce qu'on n'a pas dit sur cette histoire extraordinaire. Alors, déjà, pour résumer, disons que l'arrière-arrière-grand-père de Charles, le roi Édouard VII, avait eu comme maîtresse l'arrière-grand-mère de Camilla. C'est déjà une situation théâtrale presque du vaudeville, mais c'est historiquement exact. En fait, si vous voulez, ils se sont rencontrés, Camilla et Charles, non pas sur un terrain de polo, comme on le dit souvent, même s'ils ont une passion pour le cheval, pour la nature, pour la campagne, la chasse, les chevaux, les chiens, etc., mais grâce à une amie chilienne à Londres. Ça m'a beaucoup amusé parce qu'une partie de ma famille est chilienne, ma grand-mère paternelle était chilienne, et on disait toujours que les Chiliennes étaient superbes. Et ce qui est amusant, c'est que la rencontre a été assortie, je dirais, d'une prudence, parce que la copine de Camilla lui a dit « Attention, avec Charles, qui était à ce moment-là prince de Galles, vous avez des antécédents génétiques voisins. Alors attention, attention. » Donc c'est une histoire formidable, sans précédent dans la monarchie britannique, c'est presque un vaudeville, et contrairement alors à ce qu'on aurait pu penser, la liaison, la relation entre Charles et Camilla n'a pas du tout existé au moment du mariage de Charles avec Diana. Elle n'a reprise qu'après la naissance de Harry, quand Diana, paix à son âme, n'existait plus que médiatiquement. On se souvient de ses provocations, et notamment de la fameuse émission Panorama à la BBC en 1995 qui a été désastreuse, y compris pour elle, car les documents sur lesquels elle s'appuyait étaient des faux. Donc, en fait, si vous voulez, Diana, que j'avais vue de près, existait médiatiquement. C'est tout ce qui comptait pour elle. Et elle donnait rendez-vous aux journalistes tout en entretenant une relation malsaine avec la presse et en se plaignant après. Oui, c'est ça. Donc, Camilla et Charles se rencontrent en 1971, mais cet amour, à ce moment-là, n'est pas possible. Pourquoi cet amour n'est pas possible ? Non, c'est pas possible parce que Camilla va être mariée. Elle a un mari qui est très volage. Elle va être très, très malheureuse. Elle va être très patiente. Charles fait très attention. Ils vont connaître tous les problèmes possibles. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que, évidemment, quand on aura la révélation d'une relation avec Camilla, mais pas avant les années 95, vraiment précise, Camilla va devenir la méchante, la femme qui a brisé le couple de Charles avec Diana, ce qui est totalement faux. Le couple n'avait, je dirais, pratiquement pas existé. Bon, bien entendu, je n'étais pas dans leur drap, mais ça démarrait mal dans la mesure où le voyage de noces à bord du Britannia, et tout le monde l'entourage en a été témoin, Charles, qui est un grand lecteur, qui est un homme très cultivé, très fin, était parti avec une bibliothèque presque inquiétante pour un voyage de noces. Il y avait des livres partout et Diana était le contraire de quelqu'un lisant. Elle faisait des effets de mode qui avaient beaucoup de succès auprès de l'équipage du Britannia. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez... Et je dis ça parce que j'ai un souvenir inoubliable. Il y a 40 ans, j'étais le seul journaliste envoyé spécial du Figaro Magazine, reçu à Buckingham Palace par le prince de Galles, qui allait venir en France avec Lord Mountbatten pour rendre hommage à la mémoire de pilote de la Royal Air Force qui était dans un cimetière du côté de la Marne.
Alors ça, c'est le début de Camilla et donc de Charles. On est en 71, le 4 juillet 73. Vous l'avez dit, Camilla épouse donc Andrew Parker Bowles. C'est évidemment donc ce mariage n'est pas joyeux. Donc Andrew Parker Bowles trompe régulièrement donc Camilla. Charles est dévasté à ce moment-là, mais il continue à être de bons amis. Donc et on apprend aussi que Charles est le parrain. Oui, du fils de Camilla. Leur fils, oui, c'est assez extraordinaire. Alors, ce qui surnage dans cette histoire, qui a un côté vaudevillesque par moment, c'est que Camilla a un caractère optimiste, très positif dans la vie. Rien à voir avec la dépression, les plaintes et les récriminations permanentes de Diana. C'est un constat. C'est une femme d'abord qui adore la nature. Diana n'aimait pas les chevaux, la chasse, les chiens, ni la pluie, ni l'Écosse. Donc c'est embêtant, il ne faut pas entrer dans la famille royale britannique dans ces conditions. Tandis que Camilla, qui avait vécu son enfance à la campagne, adorait chausser des bottes, les chiens, la chasse, etc., la nature. C'est très important et elle va, si vous voulez, toujours se réfugier vers ce caractère optimiste. Quand quelque chose ne va pas, elle cherche à voir ce qui va bien. C'est quelqu'un de très fort à ce point de vue-là. Et c'est en ce sens qu'elle a vraiment séduit Charles par son côté réactif et positif. Et même quand donc Charles rencontre Diana, oui, elle va se dire début des années 80. Début des années 80, elle va se dire, Camilla, qu'elle espère que Diana, si je puis dire, sera la bonne candidate, puisqu'elle ne peut pas être en course elle-même, et elle va être très sincèrement navrée de la situation rapidement catastrophique. Et elle souhaite être amie avec Diana, il n'y a pas de compétition à ce moment-là. Avec Diana, absolument. C'est une, si vous voulez, une situation qui nous paraît, avec le recul, bizarre. Non, c'était très sympathique de sa part, avec ce caractère optimiste et positif. J'insiste bien là-dessus, qu'il a toujours sauvé et qu'elle a toujours, Dieu merci. Et là, donc, là, nous sommes en début des années 80. Elle est mariée déjà depuis 7 ans avec Andrew Parker Bowles. On l'a dit, ce mariage ne se passe pas bien. Et donc, Charles rencontre Diana. Comment ils se rencontrent, Charles et Diana ? C'est une sorte de concours, si vous voulez. C'est-à-dire que Diana, pour résumer, dans la famille Spencer, avait une enfance assez malheureuse, des séparations. Il y a un personnage étonnant qui apparaît dans sa vie, c'est sa belle-grand-mère, la romancière Barbara Cartland, qui était un auteur de best-seller et qui imaginait des idylles, mais là, elle sera dépassée. Donc, pour Diana, l'extérieur, je dirais, pour sa revanche sur tous les malheurs qu'elle a subis, qui sont réels, des divorces, des séparations, de solitude, de traumatisme, un mariage au sommet, un mariage royal, c'est la solution peut-être à tous ces problèmes, à toutes ces revanches. Sans tenir compte des obligations et des contraintes qui sont extrêmement, évidemment, fortes. Oui, et c'est ce qu'on retrouvera d'ailleurs avec d'autres, Meghan Markle notamment, qui n'avait pas compris parce à quel point c'était un travail, une charge. On ne peut pas rentrer c'est un club dans lequel il y a des obligations, il y a un règlement, si je puis dire, ce que disait le duc d'Édimbourg, le prince Philippe. Et alors, les fiançailles ne se passent pas très bien entre Charles et Diana. Diana est très jeune, il faut le rappeler à ce moment-là. Très jeune et très, comment dirais-je, obsédé par, je dirais, les apparences. Alors, nous ne sommes pas à l'époque, dans le monde médiatique actuel, on n'est pas tous armés de téléphones portables et de caméras, mais elle pense qu'elle a des alliés dans les apparitions qu'elle fait médiatiquement. C'est sa vengeance. Alors, Charles va souffrir de ça, mais il aura une réponse, un comportement que je signale parce qu'il est peu connu, je veux dire, lors d'un voyage officiel où Diana attire tout le monde et elle fait tout ce qu'il faut pour. Elle a 20 photographes et caméramans autour d'elle dans une partie du trajet que le couple doit prendre. Et Charles, lui, n'a personne. Avec beaucoup d'humour, il dit aux gens qui le suivent, les 3-4 personnes, vous devriez vous faire rembourser parce que le vrai spectacle est sur l'autre trottoir.
Ce qui prouve que derrière les souffrances qu'il a eues, parce que c'est un homme pudique, mais avec beaucoup d'humour, et très intelligent, très cultivé, grand lecteur, grand amateur d'art, et même, je dirais, quelque chose de formidable. Il a été, on le sait, un pionnier de l'écologie. Écoutez, il y a 1 mois et demi, il est retourné en Roumanie, où il a une résidence. Alors, la Roumanie est un pays que je connais, mes livres sont traduits en Roumanie, j'y ai animé plusieurs voyages, et il a une résidence, car du temps de la dictature de Nicolae Ceausescu, Charles s'est battu pour protéger les abbayes, les églises, les villages de Transylvanie, même les vampires étaient protégés avec lui. Il a une résidence, si vous voulez, il a été reçu par le président roumain, actuel Iohannis, qui est dans la minorité germanophone de la Roumanie. La Roumanie qui est une création de la France après le traité de Paris en 1856 et la guerre de Crimée. C'est l'union des provinces de Moldavie et de Valachie. Et voilà, donc si vous voulez, Charles voyait en avant très tôt beaucoup de choses. Non seulement l'écologie, mais tout ce qui va avec, etc., avec un grand raisonnement. Ça, c'est une chose qu'il faut mettre à son crédit, notamment. Il peut avoir mauvais caractère, il peut se mettre en colère, etc. Surtout quand il a des stylos qui tâchent, quand il donne des dédicaces. Oui, évidemment, ça, le cauchemar de ses pattes de mouche. Mais voilà, c'est un homme qui a énormément voyagé. Alors, il y a un côté spirituel très intéressant. Il faut rappeler qu'avant son couronnement, son sacre, il est allé au mont Athos. Cet ultime morceau de l'Empire de Byzance, cette montagne des monastères, et il a rapporté de l'huile, si vous voulez, qui fait une allusion aux origines grecques de son père, qui était né Philippe de Grèce en 1921 à Corfou. Et donc le Saint-Crème du couronnement ensuite a été oint et sacré à Jérusalem. Il y a, si vous voulez, un mélange spirituel, mystique chez Charles qui est très impressionnant. Et ça, c'est une chose qui n'était pas du tout dans les préoccupations ou les soucis, ni même les curiosités de Diana. Donc là, on comprend que Charles et Diana, déjà, ils ont une différence d'âge qui est quand même conséquente. Ils ont une différence d'âge différente. Ils n'aiment pas les mêmes choses. Charles aime la nature, la chasse. Diana préfère rester chez elle. On peut dire que Charles est plus un intellectuel, il aime la culture, Diana moins. Et donc, ils se marient quand même le 29 juillet 1980 et vous écrivez « Le couple est attendrissant et pourtant, l'un comme l'autre ont déjà des doutes sur la pertinence de leur engagement. » Donc, le mariage est déjà bancal au moment où ils se marient. Oui, c'est intéressant. Alors, pourquoi ils se sont mariés ? Oui, alors là, malheureusement, je n'ai pas la réponse. Ils ont peut-être cru que avec le temps, ça s'arrangerait. Il y a beaucoup de couples où on a pu vérifier ce genre de pari, de défi. Mais effectivement, ils sont très lucides, si vous voulez. Et bien avant toute idée supposée de liaison de Charles avec Camilla, non, ils ne sont pas faits pour vivre ensemble. Ils n'aiment pas les mêmes choses. Alors attention, le couple idéal, c'est celui où les gens se complètent, s'épaulent, pas forcément avoir toujours les mêmes envies, etc., mais se comprendre. Diana n'avait rien, ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est un constat, n'avait rien d'intellectuel, elle n'aimait pas lire, elle aimait poser en photo, elle aimait la mode, elle aimait danser avec John Travolta, etc. Enfin bref, c'était une exposition. Elle a cru qu'en existant médiatiquement, elle aurait une véritable vie, ce qui est évidemment un piège total. Et donc, à ce moment-là, ils se marient, je rappelle, en 1981. 10 ans plus tard, ils divorcent. Il y a un dernier voyage officiel en 91, en Corée du Sud. En Corée du Sud, qui est un désastre absolument, où ils font... Elle fait la tête, elle tourne la tête. Et puis, entre-temps, il y aura eu quand même ce formidable sur le plan médiatique voyage en Inde avec la photo de Diana seule devant le Taj Mahal, le mausolée de l'amour éternel. On en était loin. Je me souviens de cette photo parce que c'est un endroit que nous avons visité, mon épouse et moi, dans les voyages que nous animons. Et évidemment, Diana seule devant ce mausolée, c'est une provocation, c'est une perfidie, c'est une fameuse idée de photographe, bien entendu. Mais voilà, elle est
Alors, je ne dis pas que Charles et Camilla ont eu des relations parfaites et qu'on sait les scandales des conversations ultra privées et intimes qu'ils ont eues, mais si vous voulez, il y a ce côté farce, ce côté blague devant les choses qui tournent mal, et il y en a dans la vie protocolaire de la monarchie britannique, comme partout. C'est un spectacle. Il ne faut pas oublier, si vous voulez, que grâce à la reine Elisabeth II, qui en 1953, le 2 juin, pour son sacré couronnement, a exigé que la cérémonie soit télévisée, ce qui était une révolution à l'époque. Churchill était contre, et elle est devenue la reine de l'image, et elle l'est restée. Et moi, j'étais très jeune et j'ai vu la version filmée en couleur, projetée à Paris, à l'Olympia, qui était encore un cinéma avant de devenir le music-hall que l'on connaîtra. Alors là, on est début des années 90, donc le couple s'est délité en 10 ans. Dans votre livre, vous expliquez que petit à petit, la presse comprend qu'ils font de moins en moins de voyages ensemble, ils sont de moins en moins complices, enfin ils n'ont jamais vraiment complètement été complices, ils ont quand même eu 2 enfants ensemble, donc oui, bien sûr. William et Harry. Oui, et William et Harry, en 85, et c'est après la naissance de Harry que la relation entre Charles et Camilla est effective, réelle. Voilà. Après la naissance de Harry, après 95, c'est ça. Et si vous voulez, je pense à Harry parce que je me dis que c'est très inquiétant son comportement actuel. Il veut revivre tout le cauchemar de sa mère. Il a refait le trajet du pont de l'Alma, qui est absolument démentiel, et il oublie quelque chose de capital. Lorsque vous allez consulter un psychiatre ou un psychanalyste, vous n'allez pas raconter à la terre entière le résultat de la consultation. Et le suppléant devient un suppliant et il n'arrête pas de se plaindre. Et ça commence à tourner mal parce que les Britanniques en ont assez. On voit l'emprise que Meghan a sur lui, si vous voulez. Ça rappelle des mauvais souvenirs de la duchesse de Windsor, avec un homme faible se plaignant tout le temps. Il ne peut pas continuer. Moi, je trouve ça très, très, très inquiétant, son comportement. Et maintenant, comme ils sont américanisés, entre guillemets, avec les promesses de feuilletons, de séries dues à Netflix et qu'il faut remplir les contrats, etc., pourquoi aussi sont-ils mal vus ? Ils sont partis pour la Californie au moment où la pandémie commençait à frapper le Royaume-Uni et où le prince Philippe était malade. Ça a été considéré comme une désertion. Et ensuite, leur fille, Lilibet Diana, est le premier arrière-petit-enfant d'Élisabeth II qui soit né en dehors du territoire britannique. Et ça avait choqué la reine. Alors, je vous propose qu'on revienne donc sur le couple Charles et Camilla, qui connaît donc 2 gros coups durs. C'est donc évidemment le décès de Diana, on va revenir dessus, mais aussi un livre paru en 1992 intitulé Diana, sa vraie histoire, où Camilla est présentée à ce moment-là comme la briseuse de couple, la briseuse de ménage, alors que, comme on l'a dit, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, absolument. Si vous voulez, il est question de divorce, bien sûr, mais Charles et Diana se séparent officiellement le 9 décembre 90. Ce sera d'ailleurs annoncé par le Premier ministre au Parlement britannique. Et si vous voulez, c'est quand même terrible parce que Diana va continuer si j'ose dire, son mur des récriminations, des colères, je n'ose pas dire de lamentations, mais de plaintes en permanence, tout en entretenant un feu médiatique extrêmement malsain, dont Charles a énormément souffert, parce que Charles est un homme pudique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc c'est absolument effrayant. Progressivement, Camilla va apparaître dans l'environnement et Charles va très bien agir en présentant après officiellement, si je puis dire, Camilla qui est une complice, une copine en même temps qu'une maîtresse. Voilà, c'est ça qui est important. Et il va, je crois, très bien manœuvrer avec ses 2 fils, qui n'étaient pas facile. Oui, c'est ça. Donc justement, à ce moment-là, il y a ce livre qui est compliqué. Et Diana va tout de même mentir en disant qu'elle n'a jamais vu
le journaliste, alors qu'en réalité, Oui. elle s'est entretenue Elle avec répondait lui. à ses questions. Elle répondait à ses questions avec Oui, des oui. cassettes audio. Absolument. Et donc ça, je pense que vraiment, si vous voulez, paix à l'âme de Diana, mais elle est l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire, ce qu'il ne faut pas faire avec un univers médiatique qui n'a cessé de se développer aujourd'hui. Mais elle pensait hypocritement qu'en ne le voyant pas, en se contentant de répondre, effectivement, oui, elle n'avait pas de relation avec lui. Elle était en relation épistolière, si je puis dire. Et voilà, c'est très, très grave. Bon, alors on connaît le traumatisme de la mort de Diana. Moi, je me souviens, quand on l'a appris, j'étais en voiture avec mon épouse, on a appris ça, on s'est dit ça va être effrayant, etc. Bon, ensuite on a su la vérité. Et si vous voulez, le drame, c'est que Diana, après le divorce, pensait que la reine voulait la faire assassiner, ce qui est complètement débile. Non, la reine voulait protéger la mère du futur roi, William, donc avec des vrais services secrets, un environnement, des vraies voitures, des vrais chauffeurs, etc. Et le patron du Ritz, à l'époque dans les années 90, avec lequel j'ai déjeuné, je lui ai posé beaucoup de questions, il m'a dit, mais nous n'étions pour rien dans cette installation, ça n'était pas une voiture du parc automobile du Ritz, ça n'était pas un chauffeur agrémenté. D'ailleurs, là, il y a eu des mensonges, parce qu'on a raconté que M. Paul, le chauffeur, avait été vu ivre-mort au bar Hemingway. Faux, le bar Hemingway était fermé. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui étaient dites, et je me suis proposé de revérifier un certain nombre de choses. Ce n'est pas pour dresser un portrait absolument angélique de Charles Camilla, non, mais c'est les réactions du couple qu'il forme maintenant face aux difficultés et aux tragédies de la vie. Alors justement, donc là nous sommes en 1997, le 31 août 1997, donc c'est le deuxième événement terrible, donc c'est le décès donc, de Diana à côté de Dodi Al-Fayed, qui est à l'époque son compagnon. Il meurt donc dans un accident de voiture à Paris en sortant du Ritz, sous le pont de l'Alma, et lors des funérailles, donc évidemment des funérailles internationales, le frère, donc le comte Spencer, prononce tout un réquisitoire contre la famille royale. Absolument. Qui est dévastateur, encore une fois, pour la famille royale de manière générale, et puis pour Charles et pour Camilla. Oui, on avait l'impression, si vous voulez, l'opinion, on s'en souvient, accusait Charles d'avoir tué Diana, ou à peu de choses près. Et on pensait et on a estimé que la reine était trop froide, trop absente, etc. Elle était en Écosse. Elle pensait à protéger ses petits-enfants. Alors ça n'a peut-être pas été le plus subtil, mais c'était un tel choc. Et il faudra que Tony Blair, comment dirais-je, lui dise « Madame, votre Majesté doit se montrer, doit voir ». Elle avait voulu rester en Écosse pour protéger les petits-enfants. On se souvient aussi que le prince Philippe a été formidable avec William et Harry. Il leur a dit « Vous devez suivre le cercueil de votre mère, je serai avec vous. Si vous ne le faites pas, vous le regretterez toute votre vie », ce qui est très très beau comme geste, etc. Mais, je veux dire... Le drame qu'on n'a pas évoqué à l'époque, c'était, ça m'a été confirmé par les services compétents, que Dodi Al-Fayed, est-ce une explication à ce départ à 0h10 en pleine nuit du Ritz, était dans un trafic de drogue et très maladroit dans ce négoce dangereux et coupable. Donc, où allait-il exactement ? Alors, il y a eu toutes les hypothèses vers la ville de la Windsor, dans le bois de Boulogne, on ne saura jamais. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que le chauffeur n'était pas le chauffeur qu'il fallait, le garde du corps non plus, et la Mercedes était une voiture pourrie. Donc, à grande vitesse, tous les éléments d'un drame étaient, si je puis dire, d'un drame automobile étaient réunis. Oui, donc ça, c'est à ce moment-là, en 97. Et ce que je voulais dire, c'est que alors que finalement la relation entre Diana et Charles était assez apaisée après le divorce. Oui, absolument, et ça relance tout. Ça fait parce que Charles est accusé de tout, etc. Et je veux dire, tous les fantasmes vont aller très loin. Les gens, nous avons des amis qui habitaient près de la place de l'Alma. Tout le monde racontait qu'on avait entendu plusieurs explosions. On a entendu un choc, bien sûr, dans cette nuit calme. Et puis alors, dans la dévotion à Diana, il y a eu quand même quelque chose qui est burlesque dans le tragique. Des gens qui ont déposé une flamme au-dessus du pont de l'Alma, et on a pu révéler, et je m'en suis
inquiété moi-même que c'était un morceau de la flamme de la Statue de la Liberté à New York qu'on avait retrouvé dans l'ancien atelier de Bartholdi. Rien à voir avec la mémoire de Diana. Et je pense, si vous voulez, que c'est effrayant pour Harry, j'insiste aujourd'hui, de continuer à se mettre dans le moule de sa mère et de croire qu'il subit la même malédiction. Alors, à ce moment-là, évidemment, donc, Camilla et Charles sont toujours amoureux. Oui. Il va falloir que la transition se fasse petit à petit. Il faut que Camilla gagne l'opinion, en tout cas le cœur des Britanniques. Et ça se fait donc petit à petit parce qu'ils se marient donc, le 9 avril 2005, 8 ans quand même après le décès de Diana. Absolument. Alors, ce qui est formidable dans le sentiment de la reine Elisabeth II, c'est d'avoir bien compris qu'il fallait que son fils et héritier, successeur et prochain monarque, soit apaisé dans sa vie personnelle et qu'il ait auprès de lui la femme de sa vie. Donc, le 9 avril 2005, elle organise et elle autorise le mariage auquel elle n'assiste pas complètement, mais elle va faire un discours très drôle, comparant leur parcours difficile, les obstacles qu'ils ont franchis aux épreuves équestres du grand steeplechase. Alors, c'est un hommage parce qu'on sait que la reine était très, très experte dans le monde des chevaux. C'est une autorité mondiale. Elisabeth II, d'ailleurs, la France républicaine, par la personnalité du colonel Cortés, commandant la garde républicaine, avait offert, de part du président de la République, un cheval à la reine. Bon, et donc elle dit, vous avez franchi tous les obstacles. Pour elle, c'était un compliment. C'est comme si elle avait assisté au derby d'Epsom, si vous voulez. Et voilà, il fallait que Charles soit marié pour être tout à fait, si je puis dire, à l'aise dans sa vie personnelle le jour où elle ne serait plus là. C'est ça. Donc, il se marie le 9 avril 2005. D'ailleurs, une histoire, c'est drôle que vous rappelez. Drôle, c'était les funérailles de Jean-Paul II le 8. Ça devait être le 8. Ils ont été décalés le 9. Et le 9, justement, il y avait le steeplechase en question, la course en question, qui s'est aussi décalé, en tout cas de 30 minutes, je crois. Absolument. Voilà. Donc, à ce moment-là, Charles et Camilla se marient. Il y a aussi la royauté britannique connaît aussi un renouveau avec William et Kate, et ils ont été... 2018, ça a été un grand choc, ça a été le retour de la grâce, de la popularité. Il y aura des épreuves dans la famille royale, par exemple la mort de la reine-mère, qui est Queen Mum, à 101 ans, qui était un personnage fantastique que j'ai pu apercevoir. Elle venait dans le sud-ouest chez une de mes tantes qui la recevait. Il y avait un cafouillage entre la police française et la police britannique, et on se demandait où étaient les gardes du corps de la reine-mère qui étaient menacés d'enlèvement par quelques maniaques. Et elle était arrivée vers 7 heures du soir avec un verre de gin bien rempli, en disant à ma tante, « Mais Simone, je ne crains rien, Hitler et Staline m'ont raté. » Bon, ça c'était quelqu'un, la reine-mère. Et si vous voulez... effectivement, le mariage de Charles et Camilla, ça a été la reine Elisabeth II a compris qu'il fallait l'apaisement, préparer, parce qu'après le choc de sa propre disparition, il ne fallait pas en rajouter. Alors, je précise une chose. Pourquoi la reine Elisabeth II a été si populaire ? Donc, elle a été la reine de l'image, puisqu'elle a voulu que son sacre et son couronnement, en 1953, ce qui est prémonitoire, soit télévisé. Mais elle était aussi, et ça beaucoup de gens ne réalisent pas, était aussi, lorsqu'elle devient reine, le seul chef d'État ayant connu et vécu la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les bombardements de Londres, le Blitz, les rationnements, la peur, les angoisses, quand les bijoux de la couronne étaient enfermés dans des boîtes à biscuits au château de Windsor, le rationnement, un œuf le dimanche, comme tous les Britanniques, sur ordre du roi George VI, l'eau du bain était chiche et pas très chaude, etc. Enfin bref, elle a vécu tout ça, d'où une réputation, non pas d'avarice, mais d'anti-gaspillage de la reine qui éteignait toujours une lumière dans une pièce où elle savait qu'elle n'allait pas revenir. Alors, on le sait, le 6 mai dernier, donc Charles et Camilla sont devenus respectivement roi et reine d'Angleterre après le décès donc d'Elisabeth II. Vous pensez qu'ils ont pris le costume de roi et de reine, ou la mue va prendre un petit peu de temps? Le défi est très simple. Par définition, à leur âge respectif, et surtout pour Charles, elle a 1 an de plus que lui. Ils ont quel âge à peu près? 74 et 75, oui.
le règne de Charles III sera beaucoup plus bref que celui de sa mère, par définition. Donc c'est un défi. Mais c'est comment dirais-je, un souverain qui est tout à fait, si j'ose dire, dans le coup pour tout. Par exemple, vous nous avez illustré musicalement tout à l'heure de ce qu'on entendait sous les voûtes admirables de Westminster. Eh bien, Sir Elliot Gardiner, qui a la maîtrise de l'orchestre et des voix qui accompagnent le sacre et le couronnement, est aussi un passionné de la nature et de l'écologie. Et avec Charles, ils ont acheté des vaches en France, n'est-ce pas? Et ils défendent les fromages français, les vins rouges français. Je veux dire qu'on a été évidemment très triste que le roi et la reine ne viennent pas en France, mais ça aurait été épouvantable dans la pagaille des retraites, parce qu'ils adorent la France, Charles et Camilla. Camilla a vécu à Paris aussi, alors ils devraient revenir en septembre. Pourquoi est-ce magique? Parce que c'est la seule monarchie au monde aujourd'hui où il y ait une partie sacrée, une onction, si vous voulez. Dans toutes les monarchies européennes, il y en a au moins 8 ou 9, dont les prochains souverains seront des femmes d'ailleurs, en Belgique, en Espagne, dans les pays scandinaves, il y a une prestation de serment, il y a un passage plus ou moins religieux, mais enfin là il y a une onction, il y a un sacre. Un sacre religieux pour continuer évidemment cette dynastie des Windsor. Merci beaucoup Jean Descartes. Je rappelle le titre de votre livre, Charles, Camilla et Diana, Amour et tragédie chez les Windsor, aux éditions Perrin. C'est bien mieux qu'une série Netflix, hein. Il faut évidemment le lire et c'est bien plus documenté. Merci Jean Descartes.